matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Et je suis très heureuse de recevoir Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, criminologue, docteur en géographie, géopolitique d'ailleurs, Université Paris-Sorbonne, directeur d'études et enseignant au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, directeur de collection au CNRS et auteur notamment de cet ouvrage qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, aux éditions du Cerf. Alors aujourd'hui, on va parler de P. Diddy. P. Diddy, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu comme moi avant de m'intéresser à cette affaire, hein, c'est pas forcément mon style de musique. C'est un rappeur, réalisateur, dont je crois, Xavier Hofer, vous nous avez fait part d'une vidéo qui montre un peu, enfin un de ces clips, qui nous montre un peu l'ambiance générale du personnage. Je vous propose de regarder. Eh bien parce que c'est la dimension la plus extrême de tout ce qui se fait dans ce monde-là. Ça s'appelle le drill, D-R-I-2-L. Vous savez ce que fait un marteau, Oui. voilà, un marteau-piqueur. Oui. Et donc c'est une musique ultra violente, c'est une musique où il n'est question que de tuer, d'égorger les gens, que de les tuer, où toutes les femmes sont traitées de putes. À longueur de, si vous écoutez la vidéo en question, dont le charmant auteur se nomme Killer Mo, Mo le tueur, quoi. Mm. Donc, pourquoi je vous ai montré, je vous ai envoyé la vidéo en question, que vous avez pu voir dans sa totalité, j'imagine, avec grand plaisir. Et parce que des gens comme le Puff Daddy. Alors, d'abord, tous ces gens-là sont d'anciens gangsters, au sens gangsters, prison, tuer des gens, etc., trafiquer de la drogue et tout ça. Les noms qu'ils emploient sur scène sont ceux qu'ils portaient, les pseudonymes qu'ils portaient dans leur gang. Et à l'origine, quand il était jeune, il n'aurait pas été forcé de tourner comme ça. Le Sean Combs en question, il était d'une famille de Ça, c'est la son classe vrai nom. moyenne Oui. noire aux États-Unis, mais il a mal tourné. Et son surnom dans le gang, à l'origine, c'est Puff Daddy, Pépère l'a bouffé. Vous voyez, la bouffée de marijuana, de hashish. Et après ça, il a atténué un peu les choses en mettant P.P. Diddy pour essayer d'atténuer un peu changer un peu un prénom un peu moins agressivement gangster. Mais lui et tous les autres sont des bandits. Oui. Euh, Tous les autres, vous parlez de tous les autres rappeurs de la scène, enfin américain dans les années 90. Oui, à l'origine. Mm. Et leur style s'appelle gangster rap. Vous voyez qu'ils ne sont pas cachotiers. Alors, les gens qui font de la musique, ben, ça les regarde, mais quand ils se prénomment gangsters et quand ils portent des noms de gangsters et quand ils ont accompli des actes de gangsters, ça concerne les criminologues. Et c'est Oui. la raison pour laquelle nous les suivons de près, parce qu'ils sont fort dangereux. Alors, vous avez vu, ils se dandinent sur place, ils prennent des airs de méchants, ils roulent des yeux terribles, etc. Mm. Ça peut penser à un simulacre, mais non. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est-à-dire que la musique qu'on entend, notamment sur cette petite vidéo que je vous ai envoyée, mais sur plein d'autres, c'est la bande-son des homicides les plus nombreux commis aux États-Unis. Chaque année, aux États-Unis, de 6 000 à 7 000 jeunes noirs sont assassinés. À 90%, ils sont assassinés par d'autres noirs dans des guerres de gangs. Et la bande-son de la guerre de gangs en question, c'est la musique que je vous ai envoyée. Mm. Donc, il ne faut pas en rire Qu'on parce que mettra sont en lien en dessous extrêmement hein, pour que dangereux. tout le monde puisse y avoir accès. Oui. Alors, pourquoi on la trouve assez facilement sur YouTube, hein, la musique en question? Mm. Le chanteur, si on peut appeler ça comme ça, s'appelle Killa, K-I-2-L-A, Mo, M-O-E. Donc vous cherchez Killer Mo Drill et vous tombez sur 20 vidéos comme celle que je vous ai envoyée, certaines avec des armes à feu exhibées, mais toutes qui ont un seul objectif, c'est de pousser au meurtre et à l'homicide. Oui. Voilà ce que c'est que la société libérale dans son achèvement. C'est ça. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que, d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui sont mis en cause en question, le Puff Daddy, d'abord Sean Combs, et puis maintenant Kanye West et d'autres, sont issus de ces milieux-là. Voilà des gens qui, depuis leur plus jeune âge, sont soumis à des quantités effarantes de drogue et d'alcool, et donc ils vont pas bien dans leur tête.
Donc les espèces d'orgies épouvantables qu'ils organisent, pour eux, c'est un mode de vie naturel. Ils connaissent ça dans le gang depuis qu'ils sont jeunes. Et en gros, comme ça gagne beaucoup d'argent et qu'aux États-Unis, bah, quand les gens gagnent beaucoup d'argent, gangsters ou pas, on les laisse faire, voilà, ça a donné ce qu'on voit. Et maintenant, ça a été trop loin. Alors, la machine fédérale s'est mise en route et tous les individus en question, euh, mais ça se limitera à eux, aux principaux intéressés. On va jamais chercher plus loin. Oui. On va jamais chercher du côté de leurs complices. On va jamais chercher du côté de ceux qui ont facilité et laissé faire ça. Le Puff Daddy en question, P. Diddy, ou appelez-le comme vous voulez, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Et qui a laissé faire pendant 30 ans? Maintenant, il y a une des victimes qui se révèle, qui dit qu'elle a été violée quand elle avait 9 ans. Qui laisse pendant 30 ans des gens se faire violer, des mineurs? Pareil pour l'affaire Epstein. Eh bien, c'est ça la question qu'il faut poser. Alors, Quels sont ouais. les ferments de cette société décomposée? Oui, alors évidemment, là, il y a énormément de questions et de sujets qu'on va prendre un par un. D'abord, vous le dites, maintenant, la justice fédérale s'est penchée sur le dossier. P. Diddy est accusé d'agression sexuelle, de détention d'armes à feu illicites, de stupéfiants, d'enlèvement, de travail forcé, de corruption, d'obstruction de la justice, bref. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de condamnation encore claire. Non, parce que l'affaire ne fait que commencer. Tous les jours, il y a des plaintes qui sont déposées. Tous les jours, il y a des avocats qui viennent au tribunal pour dire ma cliente, mon client, parce que ce n'était pas uniquement des filles, hein, ils avaient des goûts assez éclectiques et donc c'était les très jeunes filles, les très jeunes garçons, tout ce qui passait à leur portée. Et tous ceux qui étaient fascinés, comme, vous savez, les papillons de nuit qui tournent autour de la Mmh. lampe, autour de ces endroits où on trouve énormément d'argent, énormément de drogue, et donc en grande partie ce qui satisfait et qui fait jouir la société américaine. Oui, alors vous parlez de ces gens, de ces papillons de nuit fascinés, on en a en France, hein, on a David Guetta qui a révélé, on peut pas vous passer l'extrait non plus parce que malheureusement c'est sous droit, on va dire, et YouTube nous le bloquerait, mais qui a bien dit: «Mais P. Diddy, c'est le roi de la teuf, ses soirées sont géniales» et puis, je vous propose d'écouter Maître Gims, c'était un extrait dans les années 2010 sur France Télé qui raconte sa rencontre avec P. Diddy. P. Diddy costard, il sort, on le voit, accolade, machin, il nous sert, il nous monte dans sa chambre, des esclaves par terre en train de travailler. On s'est vu, mais super gentil, humainement, super gentil, tac, tac, tac. Il vous prend dans les bras, vous met dans la Mais chambre. par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est l'esclave dans la chambre. Qui rangeait en fait les costumes par rapport aux chaussures et tout, et Didi, il avait l'air il l'a regardé genre, attention, tu vois. Genre, tu fais ça bien. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'on entend tout le monde rire quand il dit des esclaves par terre en train de travailler. Bon, alors on ne sait jamais si c'est évidemment sur le ton de l'humour ou pas, mais ça, maintenant qu'on a évidemment toutes les informations, on se dit que ça va un peu plus loin. Il y a d'autres questionnements. Alors là, ça a été pour le moment débunké, comme on dit, par des médias de grand chemin, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur cette fameuse affaire des tunnels sous sa propriété. Je vous propose d'écouter un extrait également. When they arrived at Diddy's bedroom, they noticed that the floorboards around the bed seemed to be a little loose. They then moved the bed to one side and were shocked by the scene before them. A tunnel entrance was revealed, covered by a carpet. As they entered the tunnel, they realized that the walls appeared to be freshly built, as if construction had stopped for some reason. As they went deeper, they found strange items scattered on the floor, including children's clothes and baby oil. They continued on and came to the end of the tunnel, and the sight before them shocked everyone. The police immediately called for backup and took photos to gather evidence, and Diddy's crime was further confirmed. When they get to the finish line, they find out all the shocking stuff. Voilà, on va s'arrêter là, mais on entend donc cette fameuse affaire qui a fait beaucoup de bruit, en tout cas sur les réseaux, des tunnels qui pourraient se retrouver sous sa propriété et qui permettraient en effet en tout cas de préparer au moins ces orgies qui pourraient inclure des enfants, des mineurs, et vous l'avez dit, non seulement les stars de Hollywood, mais aussi, et c'est important de le dire, des personnalités politiques. Et évidemment, on va revenir sur le sujet avec vous, Xavier Hofer. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, depuis 20 ans et 30 ans, ces individus au sommet de la scène du rap sont des demi-fous
qui consomment et qui fument et qui prisent et qui sniffent énormément de ce que, quand ils étaient jeunes, ils vendaient. Ce sont des drogués, ce sont des gens qui sont sans doute sujets à des hallucinations, ce sont des gens sans limite. Et quand il n'y a aucune limite, et vous savez que quand vous êtes très riche aux États-Unis et surtout en Californie, vous pouvez très longtemps vous permettre des choses que le commun des mortels ne peut absolument pas se permettre. Je vous rappelle que alors, si c'était un crime, naturellement, il faut qu'il soit châtié, mais les individus qui ont espéré pouvoir s'emparer du Capitole le 6 janvier 2020 parce qu'ils pensaient que Donald Trump avait gagné les élections, ces individus-là, aujourd'hui, il y en a de 500 à 600 en prison. C'est des pauvres gens, quoi. Oui. C'est des gens qui n'ont pas les avocats pour milliardaires, etc. Oui, oui. 500 à 600 en prison, alors que dans l'affaire Epstein, des dizaines et des dizaines de jeunes femmes ont témoigné sur des viols. Leurs témoignages sont impeccables. Ils ont été recoupés de 10 façons différentes et aucun des complices d'Epstein, qui étaient tous des gens du style milliardaire et compagnie, n'ont jamais été inculpés. Jamais n'ont-ils même été entendus par le FBI. Mais pourquoi? Vous savez, le proverbe selon que vous serez puissant ou misérable, eh bien voilà, quand vous êtes puissant aux États-Unis, vous passez à travers les gouttes. Alors de temps en temps, il y a un Weinstein, il y a un Puff Daddy, il y a un Epstein qui plonge, mais on s'arrange pour que ce soit toujours étroitement circoncis et que ce soit l'individu en question qui soit, allez, on va être gentil, soit amené à se suicider, soit assommé sous 50 procès faisant que plus jamais de sa vie il ne reverra le jour. Donc il a intérêt à composer avec les autorités de la prison, ce qui est sans doute, s'il ne meurt pas, le sort promis au Puff Daddy en question. Et voilà comment fonctionne la justice aux États-Unis. Je m'en voudrais d'utiliser trop souvent des expressions marxistes, mais c'est très précisément une justice de classe. Oui. Alors, important aussi dans cette justice de classe, de savoir que Puff Daddy a soutenu Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden. Donc, on voit une justice de classe particulièrement orientée politiquement. Bien entendu. Tous ces gens-là sont dans l'orbite de ce qu'on appelle aux États-Unis des progressistes, c'est-à-dire pour aller vite des gauchistes qui ont du fric, hein, et ils les soutiennent comme un peu la corde soutient le pendu. Et donc, vous avez affaire à des individus, il n'y a pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Les Puff Daddy, Kanye West et consorts, pendant des années, ont été les idoles de l'agent introducteur de la sous-culture américaine en France, c'est-à-dire le quotidien Libération, et de leurs complices. C'est-à-dire que cette musique-là inonde les radios et les télévisions destinées aux jeunes Français avec des résultats sans doute négatifs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ça tourne mal aux États-Unis et que d'une façon ou d'une autre, ça ne tourne pas mal chez nous. Mais ces gens-là sont naturellement dans l'optique de la gauche. Et récemment, j'avais lu, je ne me passionne pas pour ce que les dames de la France insoumise font de leurs avantages naturels, mais j'avais entendu dire que lors d'un congrès de LFI, il y avait des dames de la France insoumise qui avaient pris des leçons de twerk. Twerk, c'est le fait d'agiter son derrière de manière suggestive, un peu comme ça se fait chez les mammifères, quoi. Vous savez, essayer d'attirer le mal, quoi. Voilà. Et donc, alors, je ne dis pas que les dames de LFI qui faisaient ça étaient follement attirantes, mais enfin, elles essayaient, elles s'entraînaient, voyez-vous. C'est cette culture-là qu'ils essayent de répandre. Oui. C'est une... Enfin là, pardon, entre le twerk et le fait de faire des soirées orgiaques, allons un peu peut-être plus dans le détail de ce qui peut se passer et ce qui a été décrit dans ces soirées. Comme vous le dites, hein, il y a quand même des questions aussi de détournement de mineurs, de travail forcé, d'enlèvement, peut-être même et sûrement de viol. Donc, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin aussi sur ce qui se passe dans ces soirées? Alors, les individus en question, très primitifs, dans leur tête,
Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours plus de fric, ils veulent des colliers en or, ils veulent des boucles d'oreilles en diamant, ils veulent des grosses voitures, ils veulent des petites copines dont aucune n'a moins de 150 de tours de poitrine. Voilà, ils veulent des choses très Hmm. simples, ils veulent des choses très bêtes, mais ils les veulent de manière maniaque et répétitive. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas du fait de fréquenter une ou l'autre de leurs créatures, il leur faut sans arrêt et toujours plus. C'est le Hmm. principe de la drogue d'ailleurs. C'est les Oui. résultats diminuent à mesure que les quantités augmentent. C'est la loi économique des rendements décroissants appliquée à l'orgie et appliquée à la jouissance. Hmm. Donc c'est ça qu'ils veulent. Alors ils essayent, comme tous les alcooliques, comme tous les drogués, ils essayent d'attirer le plus de gens possible dans leur délire orgiaque. Et donc, comme ils en ont les moyens et des dizaines de millions de dollars et qui sont admirés, ils font partie de ce qu'on appelle la A-list, la liste A, c'est-à-dire les gens qu'on invite de préférence pour les premières de films, pour les grands concerts, pour les grands événements sportifs. On veut les avoir au premier rang. Ce sont des acteurs de cinéma, ce sont des chanteurs, ce sont des sportifs très connus, ce sont des gens de la haute société. Eh bien, on fait venir des gens de la haute société chez soi et on organise des orgies. Ça a deux avantages, enfin en tout cas à court terme. Le premier, c'est qu'on se fait des copains et des appuis utiles dans la classe politique et dans tout ce qui permet d'avoir des exonérations d'impôts, des facilités, encore et toujours plus de fric. Hmm. Et puis deuxièmement, ça permet après ça, si on filme et si on prend des cassettes, de faire du chantage. Oui. Là, C'est ce que faisait Puff Daddy. une fois de plus, comme dans l'affaire Epstein, Oui. le FBI a récolté des tonnes, j'ai lu l'expression tons of videos, hein, des tonnes de vidéos. Hein. Mais dans l'affaire Epstein, elles sont restées sous clé. Eh bien, que se passera-t-il avec l'affaire de P. Diddy? La seule crainte à l'heure actuelle de tous ces gens-là, c'est que Trump, dans un de ses discours, a dit récemment: si je suis élu, on va sortir les dossiers et puis on verra tout ça au grand jour. Et naturellement, la panique est totale chez les milliardaires, les chanteurs et les gens de la haute société en question. La panique est totale. Hmm. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que la campagne électorale se termine sans qu'un des proches et un des soutiens majeurs de Madame Kamala Harris ne soit éclaboussé ou même incarcéré par cette affaire-là. Oui. Ce qui est possible. Est-ce que, alors d'abord, est-ce qu'il y a eu des fuites de ces enregistrements dont vous parlez, de ces cassettes où tout est filmé pour aussi mieux nous rendre compte, nous, de ce qui se passe pendant ces soirées orgiaques? Et puis, deuxième question, vous dites que le FBI possède des tonnes de ces enregistrements. Pour le moment, est-ce que, comment dire, l'enquête du FBI n'est pas bien utile aussi, puisqu'elle prend beaucoup de temps à ces personnes inculpées? Alors, quel que soit, tout le monde sait que le FBI est infiltré par le Parti démocrate et depuis une dizaine d'années ne fonctionne à peu près qu'à son service. C'est devenu une sorte de milice du Parti démocrate. Je rappelle que le FBI, c'est la police fédérale des États-Unis. C'est une petite force de police. Pour tous les États-Unis qui ont 336 millions d'habitants, il doit y avoir une douzaine de milliers d'agents du FBI. Donc c'est une toute petite élite et elle fonctionne sous le contrôle direct du ministre de la Justice, du gouvernement de Joe Biden à l'heure actuelle. Hein, parce que même s'il a l'air d'être moribond, officiellement, il est toujours président des États-Unis jusqu'au 20 janvier prochain. Voilà, donc premièrement. Deuxièmement, le FBI fait à peu près ce qu'il veut. Il n'a aucune espèce des contraintes qu'ont les autres polices qui sont soit sous l'autorité du gouverneur de l'État X ou Y, soit les polices urbaines sous l'autorité du maire de New York, du maire de Chicago, etc. Donc là, ils sont sous l'autorité du ministre des gens au pouvoir et ils ont la possibilité, avec des magistrats qui sont dans leur orbite, de faire à peu près ce qu'ils veulent en matière de révélation. Hein. Donc, il n'y aura pas de révélation. Il n'y en a pas eu dans l'affaire Epstein. Et là, mais l'affaire n'est pas récente. Vous savez, les grandes perquisitions dans les demeures de Puff Daddy ont eu lieu en mars 2024 à Hollywood, comme d'habitude, et puis sur la côte Est, dans la région de New York. Oui. Donc, on a saisi, sans qu'il s'en doute, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore prévenu, on a saisi à froid
des tonnes de documents, et de mars à octobre, eh ben, ils ont eu le temps de les étudier, s'ils voulaient. Alors, ça nourrit les inculpations. Tout à l'heure, vous avez donné la liste de ce sur quoi il était inculpé: viol, détournement de mineurs, obstruction de la justice, port d'armes prohibées, tout ce que vous voulez, toxique, drogue, bien entendu, évidemment. Mais voilà. Alors, dans la mentalité de ces gens-là, il ne faut pas oublier que la mentalité d'un individu, c'est ses années de formation. Donc, ce sont d'anciens gangsters, et quand on est un gangster, ben, on n'est jamais tranquille, on ne sait jamais, d'autant plus que des rappeurs, on se souvient de l'un d'entre eux qui s'appelait Tupac Shakur, un autre qui s'appelait Notorious B.I.G. et d'autres ont été assassinés. Donc, la vie de rappeurs qui sont d'anciens gangsters, les anciens copains peuvent vous retrouver et vous tuer. Donc, le fait qu'il y ait un tunnel de creuset pour s'abriter, ou le cas échéant pour planquer un truc s'il y a une petite perquisition pas trop méchante où les gens ne vont pas fouiller jusqu'au fond, sonder les murs, etc., ça peut être bien utile. Donc, ça me paraît plausible qu'il y ait les tunnels en question. D'accord. Et puis, concernant justement les fuites, est-ce que vous avez éventuellement vu des fuites de ces enregistrements, de ces cassettes? Est-ce que c'est des choses qui sont véridiques, ou il y a beaucoup de montages et de fausses images qui circulent également? Le vrai est à l'heure actuelle indiscernable du faux. Il faudra que quelque chose soit, publié sous l'autorité de la justice, qu'un magistrat dise: voilà, on a saisi telle cassette ou tel enregistrement chez Monsieur Truc ou Monsieur Machin, regardez un peu ce que c'est, même si on en censure une partie pour des raisons évidentes. Les victimes n'ont pas forcément envie de se voir exhibées comme ça, mais là, à l'heure actuelle, ce qui circule est à prendre avec des pincettes, parce qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, quoi. D'accord. Je voulais vous demander aussi, vous parliez de ces réseaux. On a évidemment évoqué le réseau Clinton, Obama, Biden, qui pourrait être soit protecteur, soit lié directement ou indirectement à ces freak of parties, en tout cas au parti de Puff Daddy. Est-ce qu'en France, il y aurait aussi des personnalités qui pourraient être touchées? C'est tellement immense. Vous avez vu que là, tout à l'heure, vous-même, vous avez publié un extrait de l'interview, de l'entretien avec un Français qui avait été... Évidemment, il doit y en avoir, c'est pas possible autrement. Bon, alors, à chaque fois, on tombe sur Jack Lang, mais là, il est un peu vieux quand même. Il a passé l'âge, le pauvre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, sans doute, et parmi les gens de la même bande, quoi, ou des journalistes qui les suivent partout à droite et à gauche. Oui. Je ne vais pas rentrer dans des précisions, mais il y a quand même quelque chose qui fait tiquer. C'est que récemment, j'ai vu dans un grand quotidien pratiquement un très très grand article sur: mais on n'en a jamais pensé du bien, mais ce type-là est un sale type, etc. Quand les gens commencent déjà à se déjuger très vite et très tôt, généralement ça pue, quoi. Donc attendons et regardons. Les trucs là, moi, vous savez, je fréquente pas ces genres d'individus. D'ailleurs, quand on en a parlé, c'était toujours en mal, etc. Ça sent pas bon. Attendons la suite. D'accord. Bon, on va attendre et on va regarder de qui vous parlez sans précision. En tout cas, c'est important en effet. Je voulais vous demander aussi le rôle que peut jouer Elon Musk, notamment, qui a déjà, avec ses Twitter Files à l'époque, été le premier à publier tout ce qui s'était passé pendant le Covid. Il a un pouvoir monstre avec son réseau social X. Est-ce que là, ça pourrait jouer aussi éventuellement? Est-ce qu'il pourrait mettre en ligne, lui, s'il y a accès, certaines vidéos? Il bombarde tous les jours. Il a déjà bombardé il y a 2 ans. Il avait publié un dessin sur sa page X Twitter, qui est regardé par naturellement des centaines de millions de gens, où il disait: ce que je ne verrai jamais de ma vie. Alors, une licorne, vous savez, avec la corne sur le nez, un oiseau de telle sorte, etc., et la liste des clients de M. Epstein. Oui. Ça avait été... oui, il avait dit aussi, donc ce que je verrai jamais, c'est donc une licorne, c'est donc, vous savez, les animaux mythiques, le kraken, les trucs comme ça, etc., et la liste des clients de M. Epstein. Donc lui, il ne se prive pas.
il est protégé. Les milliardaires sont protégés, hein, comment dire, aux États-Unis, et donc il est comme les autres, c'est-à-dire qu'il s'en fiche un peu. Si jamais on touche à lui, il y a aussitôt une armée d'avocats plus féroces les uns que les autres qui se précipitent sur le malheureux et qui le déchiquettent. Donc il profite de son statut pour, comment dire, essayer de faire sortir l'état profond, débusquer, si vous voulez, l'état profond, c'est-à-dire ceux qui font en sorte que les victimes de M. Epstein ont été dédommagées, on leur a donné du fric pour qu'elles s'écrasent, mais elles n'ont jamais vu ceux qui les avaient violées et la liste de ceux qui avaient été sur l'île d'Epstein, etc. Tout ça n'a encore jamais été publié officiellement. On s'en rapproche. Et il y a des gens, des petits malins, qui ont trouvé une entreprise qui n'a rien à voir avec tout ça, qui fait des compilations de voyages aériens pour essayer de mieux fluidifier les transports aériens et tout. Et ils ont trouvé les numéros d'immatriculation et tous les avions qui avaient été sur l'île d'Epstein. Alors déjà, là, je vous garantis, il y en a déjà qui ont plus un poil de sec. Parmi les milliardaires, les gérants des énormes fonds financiers, etc., et tout ce qu'il y avait dans l'optique d'Epstein, il y en a un certain nombre là qui ont plus un poil de sec. Mais ça n'est pas encore, ces gens-là n'ont pas été entendus par la justice. Enfin, imaginez un militant de la droite nationale en France qui en fait le millième, mais il a tous les flics de la planète aux fesses. Oui, c'est clair. Et ben là, zéro. En fait, est-ce qu'on peut vraiment mettre en parallèle l'affaire Epstein et l'affaire Puff Daddy? Est-ce que le fonctionnement, vous parliez des enregistrements, de ce qui se passait, des scènes orgiaques et tout ça, on sait que c'était ce que faisait Epstein pour faire chanter, évidemment, et pour obliger ceux éventuellement qui voudraient le dénoncer. Voilà, c'est une façon de tenir les autres. Est-ce que c'est toujours le même réseau et qui s'est téléporté, on va dire, d'un endroit à l'autre et les mêmes fonctionnements, ou il y a quand même des divergences? Non, c'est toujours la même pratique. C'est pas. On l'a vu sur la petite vidéo, ce sont des voyous. Voilà. Que ce soit des voyous depuis leur adolescence ou un peu plus tardif, comme Epstein, Epstein a passé sa vie d'adulte à commettre des crimes qui sont, si jamais la justice américaine était passée, il prenait 40 ans de tôle, je veux dire dès 2005, avant qu'il soit arrêté longtemps après avoir commis encore pendant près de 15 ans des crimes pire encore, laissé tranquille dans son coin à faire ce qu'il voulait. Hein. Donc, ce sont des pratiques de voyous et les criminologues, de façon très contrôlée, bien entendu, nous on fréquente, on envoie des bandits. Hein. Et la plaisanterie favorite entre les bandits quand ils sont en train de boire le soir entre eux, c'est « moi, si je tombe, je balance tout le monde ». Eh oui. Et ben voilà, si je tombe, je balance tout le monde. J'ai les cassettes, j'ai les vidéos, j'ai les enregistrements et je fais chanter les gens pour garantir ma tranquillité ou les avantages que je tire de ce genre de complicité. Donc même fonctionnement, mais est-ce que c'est le même C'est réseau? constant. C'est le même réseau également? Pardon? Est-ce que c'est le même réseau? Les mêmes Mais personnes? non, il n'y a pas de réseau. Réseau, c'est du langage médiatique, ça ne veut Mm. rien dire, réseau. Il y a des gens qui ont des pratiques parce que ce sont des pratiques. Les chats qui se lèchent les babouines, ils ne sont pas partis d'un réseau, quoi. Ils ont les mêmes pratiques parce que c'est dans leur outil génétique, c'est dans leur tête, c'est dans leur cerveau, ça fait partie des caractères innés et il n'y a pas besoin de réseau pour ça. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, mais constamment, c'est que des individus utilisent les mêmes pratiques parce qu'elles sont pour eux vitales. Oui. Quand vous êtes en train de vous noyer, et pas la peine de faire partie d'un réseau pour se cramponner à la première planche venue ou à la première bouée venue. C'est un réflexe. Eux se comportent selon des réflexes. Comme je vous dis, ils ont leur cerveau utile un peu abîmé par 20 ans, 30 ans d'alcoolisme et de drogue frénétique par quantité par jour. Songez que les orgies auxquelles ils se livraient étaient tellement épuisantes qu'il est prouvé, établi sur procès-verbal que les participants à ces orgies, quand elles étaient terminées, devaient s'allonger et se mettre pendant des heures sous perfusion simplement pour pouvoir se lever, se tenir debout et rentrer chez eux. Vous vous rendez compte? Est-ce là le comportement d'un être humain normal?
Ouais, oui. En de effet. tellement copuler dans tous les sens qu'à la fin, on est tellement épuisé et à demi-mort qu'il faut faire des intraveineuses de produits fortifiants pour simplement tenir debout, remonter dans sa voiture et rentrer chez soi. Ouais, C'est ouais. ça, Puff Daddy et tous les autres, les Ouais. Kanye West et consorts. Ouais. Et tous ceux qui disent Et tous chez leurs nous, complices. ouais, Et tous leurs complices. qui Au disent que les moins, soirées étaient alors à l'heure géniales. actuelle, je vais vous donner un moyen de devenir riche. Si vous avez une méthode pour effacer tous les grands noms de la gauche américaine sur des photos et sur des vidéos à côté de Puff Daddy, là, vous avez une intelligence artificielle pour effacer partout Puff Daddy, vous allez devenir très riche très vite, hein, parce qu'à l'heure actuelle, frénétiquement, ils sont en train de prendre leur distance, comme ils ont pris leur distance de Weinstein, comme ils ont pris les distances de Epstein quand il est devenu radioactif. Ouais. Et comme ça se fait toujours. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays constamment puritain et en même temps tenté par l'orgie. C'est les deux facettes de la même pièce. Dans les années 30, la haute bourgeoisie de New York fréquentait assidûment le chef de la mafia de New York, à l'époque Lucky Luciano, pour avoir les places au premier rang des matchs de boxe. Hein, c'était ça la corruption. Vous voulez voir un grand match de boxe, à l'époque c'était la mode, donc il fallait être au premier rang et c'était Lucky Luciano qui distribuait les billets. Et aussi, si jamais parmi vos auditeurs, certains sont intéressés par la pratique constante de l'orgie sur la côte ouest des États-Unis et notamment à Hollywood, dès 1959, il y a un auteur, cinéaste. Alors, ces films ne sont pas à distribuer et à projeter devant les enfants des écoles parce que c'est aussi dans le registre satanique, orgie homosexuelle, etc. Mais il s'appelait Kenneth Anger et Kenneth Anger a écrit un livre qui s'appelle Hollywood Babylon. Sa mère, la mère de Kenneth Anger, était costumière à Hollywood. Elle était dans les studios, elle a tout vu de très près. Et donc, elle racontait tout à son enfance. Mais dès l'orgie, c'était les partouzes. Dès l'origine, c'était la drogue. Dès l'origine, c'était le chantage. Dès l'origine, c'était les homicides. Dès l'origine, c'était la mafia, hein, qui était un peu en charge de faire la régulation de Hollywood. Et cette société-là a toujours été pourrie. Ouais. Il y a toujours eu cette. Regardez un film, donc à la fin, voilà, c'est comment dire le crime organisé qui contrôle jusqu'aux années 50-60 tout ce qui se passe dans la vie sociale et dans la vie politique de Los Angeles. Il y a des films, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ça n'est pas des fantasmes de gens qui ne les aiment pas beaucoup, c'est avéré et c'est prouvé. La mise en scène satanique, c'était aussi quelque chose que pratiquait Puff Daddy? J'ai pas entendu. La mise en scène satanique, est-ce que c'est aussi quelque chose, vous parliez tout à l'heure de mise en scène satanique dans de ses premières orgies, c'est quelque chose aussi Non, pas lui. Regardez-le, il a toujours une croix grand comme ça autour du cou, il se prétendait comme couverture, bien entendu, il se disait catholique pratiquant, et dans un récent article, j'ai dit, s'il est catholique pratiquant, c'est à la manière des Borgia, quoi, pas Ouais. autrement. Mais donc, il n'était pas trop dans ce truc-là. Mais d'autres à Hollywood, oui, ça fait partie des perversions auxquelles ils se livrent. D'accord. Dernière question, et puis évidemment c'est une affaire qu'on va suivre avec vous si vous voulez bien. On faisait ce comparatif avec Epstein et le fait que finalement il était devenu, vous avez dit, radioactif et surtout oublié puis finalement suicidé. Est-ce que c'est le risque l'avenir qui risque d'arriver à Puff Daddy? Est-ce que vous craignez par exemple pour sa vie? Quelque chose de nouveau s'est produit. On ne peut pas faire ces choses-là sous le projecteur médiatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le projecteur médiatique s'est détourné de Jeffrey Epstein et là, il lui arrivait mal et puis le pauvre, il s'est suicidé. Depuis que j'ai écrit mon livre, des éléments ont été publiés qui montrent que toutes les conditions de sa détention et jusqu'à sa mort sont absolument invraisemblables. On dit en français familier, tu dis ça à un cheval de bois et tu prends un coup de pied, quoi. Oui. C'est hallucinant, c'est
un livre entier qui s'appellerait « Ce qu'il ne faut jamais faire quand vous avez quelqu'un sous votre responsabilité en prison ». Oui. Voilà, c'est ça qui s'est produit. C'est-à-dire que tout était trafiqué, tout était truandé, et à la fin, il est tombé dans un piège et il en est mort. Mais les États-Unis finissent toujours par avouer. Vous savez, un jour, il y aura une révélation, mais dans 50 ans, vous voyez, comme ça, comme pour l'assassinat de Kennedy. C'est toujours un pays où au début tout est embrouillé et où on fait en sorte que ça le reste le plus longtemps possible. L'assassinat de Kennedy, c'est encore embrouillé. Oui. Je veux dire, j'aurais à conseiller un de mes complices de l'ombre, vous savez, en disant le Puff Daddy, ça serait bien qu'il dure pas trop longtemps, il nous emmerde là avec toutes les révélations possibles, etc. Mais vous faites pas ça quand vous avez Elon Musk sur le sentier de la guerre. Vous faites pas ça quand vous avez quelqu'un qui brutalement est capable de faire savoir à 500 millions d'individus, eh ben voilà, monsieur truc, tel jour il a dit ça à monsieur machin, et bon, le pauvre, il est mort 2 jours après. Là, ça rend les choses compliquées. Et je dirais que dans ces circonstances-là, même ce qui était possible, et a sans doute été possible, parce qu'on ne le sait pas, mais je vous dis, les conditions de la mort d'Epstein sont invraisemblables. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces conditions que vous dites invraisemblables depuis les dernières révélations dont vous parlez? Par exemple, le fait qu'un an avant l'arrivée de Jeffrey Epstein dans la prison, il y a eu un audit. Tout le système de caméra fonctionnait parfaitement. Le jour où Epstein fait sa première et sa deuxième tentative de suicide, la caméra qui est juste devant sa porte et celle-là seule est en panne. Alors, vous voulez faire un film, vous amenez un scénario comme ça à Hollywood et le producteur vous rit au nez dans mon vieux, arrêtez, c'est pas possible, c'est pas vraisemblable, vous racontez des sottises, c'est pas croyable. Et tout à l'avenant, c'est-à-dire qu'il devait obligatoirement, comme ayant fait une première tentative de suicide, avoir dans sa cellule un deuxième co-détenu pour le surveiller. La veille au soir du jour où il fait sa deuxième tentative de suicide, on le retire. Et il est tout seul. Et ceux qui étaient censés regarder à l'œilleton de la porte toutes les demi-heures ne font aucune espèce de visite pendant 6 heures. Le lendemain, quand ils arrivent à la porte de la cellule et qu'ils voient un corps étendu par terre, il y a des normes de comportement. C'est une prison fédérale. Les règles sont très strictes. La règle, c'est que dès qu'on voit dans l'œilleton qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, on se recule, on ne touche même pas à la porte pour les empreintes digitales et on prévient la garde. Là, les deux individus qui étaient censés faire ce que je viens de vous dire, ou mettre la clé dans la serrure, patouillent absolument toute la scène de crime, secouent le Epstein pour essayer de le... Il est déjà mort, bien entendu. Le conduisent à l'hôpital. À quoi ça sert de conduire un cadavre à l'hôpital pour le ressusciter? C'est simplement pas possible. Et donc, je vous dis, d'un bout à l'autre, tout ce qu'il ne faut jamais faire dans les normes inscrites dans la loi. En plus, les individus qui ont fait ça n'ont pas été sanctionnés. C'est-à-dire qu'ils ont pris 30 heures de travail d'intérêt général, mets tes doigts comme ça, pampan, retourne à la maison. C'est ça qui s'est produit. Donc, toutes les conditions d'une justice normalement rendue et d'un prisonnier normalement gardé ont été bafouées. Et la seule chose que... C'est pas l'envie qui leur en manque, hein, parce qu'on a vu dans le passé un individu qui avait tenté de tuer le président Roosevelt dans les années 30. Vous savez qu'aux États-Unis, il y avait une campagne électorale encore, donc il ne fallait pas trop que ça tenne. Aux États-Unis, quand un individu est condamné à mort, ce qui est plutôt bien, ça permet de faire valoir tous les recours, etc., il est, à la suite de quoi, en prison des fois pendant 20 ou 30 ans. Là, cet individu dont on nous avait juré qu'il n'avait rien à voir avec la mafia, et il a été condamné à mort et passé à la chaise électrique en 11 jours d'ordinaire au minimum, c'est 5 ans ou 10 ans, et il y avait un témoin qu'il a vu au moment où on déclenchait l'électricité sur la chaise électrique, et l'individu est mort en criant « Vive la Camorra » quand même. Il y a des trucs qui font frémir, quoi. C'est dans l'administration de la justice américaine. Tout ce que je vous dis est dans des livres d'histoire, etc. C'est pas des racontars, donc c'est des références, des sources sérieuses. Voilà. Donc il est vraisemblable que soit les gens qui ont intérêt à ce que le peuple d'Ali en question ne parle pas, il est évident qu'ils vont essayer de le faire taire, mais sans doute plutôt par chantage en disant tu as 54 ans, tu prends 15 ans, ok, tu t'en tires à la fin.
ce qu'ils ont fait avec Ghislaine Maxwell aussi, la complice Oui. d'Epstein. Mais le fait de le zigouiller en prison, ça me paraît à 20 jours d'une campagne électorale, d'une élection présidentielle, ça me paraît un peu audacieux. Dernière question, je me permets, c'est pas le sujet, mais en fait, indirectement aussi, puisqu'on parle d'une force et de l'autre. Je lui demandais si lui, donc Puff Daddy, risquait quelque chose dans sa cellule. Est-ce que vous voyez qu'on en est à la troisième tentative connue d'assassinat contre Donald Trump? Est-ce que de l'autre côté, ces personnes qui souhaitent révéler, qui ont annoncé révéler toutes ces informations, tous ces dossiers sombres, on va dire, entre Epstein et P. Diddy, est-ce que eux risquent peut-être aussi pour leur vie, sérieusement? On a vu donc cette troisième tentative d'assassinat avec, encore une fois, là, une personne qui a été retrouvée avec des armes chargées, plusieurs papiers d'identité, qui d'ailleurs a été relâché le jour même. Le troisième individu pour la troisième tentative, c'est sans doute ce qu'on appelle un faux positif parce que son passé est étudié et c'était un électeur et un partisan de Donald Trump. Donc c'était peut-être un fou qui disait je vais venir le protéger, j'amène mes flingues, etc. Mais il y a 2 tentatives avérées et la troisième est, pour dire le moins, douteuse. Mais déjà, 2 tentatives d'assassinat, c'est énorme, quoi. Oui, bien sûr. Oui, c'est quand même beaucoup. Et la première, où il n'a dû sa vie qu'à un miracle, quoi. C'est 5 mm, il bougeait la tête et il prenait la balle en plein front, ce qui était destiné à être le cas. Donc, vous voyez que je vous dis, les États-Unis, c'est un pays très dangereux. On meurt facilement, quoi. Et on meurt des fois dans des circonstances bizarres. On meurt quand on est un personnage public, le plus souvent dans des circonstances bizarres. Le frère Kennedy, Robert Kennedy, sans doute pour essayer d'expier la lointaine et longue complicité de son père, Joseph Kennedy, avec la famille mafieuse de Chicago, quand il est arrivé ministre de la Justice, eh bien, il a commencé à poursuivre la mafia en lui faisant mal, c'est-à-dire sur des dossiers où il les privait de ressources énormes, où il essayait de leur couper la route de Las Vegas, qui était la machine à recycler le pognon de plusieurs familles mafieuses de New York, de Chicago et autres, et il est mort, quoi, vous voyez. Donc, aux États-Unis, on meurt facilement, quand même. Oui. Donc, et Elon Musk aussi, vous pensez la même chose, éventuellement en danger, parce qu'il a cette force, que vous l'avez dit, il peut publier aujourd'hui des images que d'autres n'oseront pas faire ou ne pourront pas faire. Et Elon Musk, c'est autre chose, quoi. Il claque dans ses doigts, il a une armée de gardes du corps autour de lui, il est protégé, il y a sans doute il dispose sans doute de services de renseignement à sa solde qui le protègent, et c'est une cible qui est très difficile à atteindre, quoi. D'accord. Il a le moyen de changer constamment d'appartement, de logement, il a le moyen d'avoir des communications. Si le patron de X Twitter n'a pas le moyen d'avoir des communications étanches, personne n'en a. Donc, alors, rien n'est impossible. Si jamais Poutine ou Xi Jinping ou l'ayatollah Khamenei veulent avoir sa peau, c'est sans doute pas totalement impossible. Mais dans le contexte américano-américain, quand même, c'est un fauve difficile à débusquer, je dirais. D'accord, donc éventuellement aussi d'autres révélations et ça continuera de ce côté. Merci beaucoup Xavier Hofer, affaire à suite, mais déjà une première sur P. Diddy. Merci, je rappelle que vous êtes criminologue et auteur de ce livre Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du CERF. Merci encore, merci à vous tous, surtout sur Tocsin, on était extrêmement nombreux encore aujourd'hui, 8400 je crois sur YouTube, plus de 2600 sur le reste des plateformes, en tout ça fait 11 000 en direct, au tenté sur Tocsin, c'est absolument magistral, donc merci infiniment pour votre confiance tous les jours renouvelée. Merci d'abord de continuer de nous pousser, de parler de nous autour de vous. Vous voyez qu'on a ce succès grâce à vous, donc continuez, et puis surtout sachez aussi qu'on a besoin de vous, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour pouvoir vivre, subvenir et continuer notre trajectoire jusqu'à la fin de l'année, puis lancer cette nouvelle émission qui sera très importante avec André Berkoff, où il y aura des interviews longues. Vous voyez là, Xavier Hofer, on l'a pris un peu plus de temps, mais ce sera
vraiment plus long, on prendra le temps d'aller dans le cœur des sujets. Et pour ça, aujourd'hui, on a 1500 donateurs réguliers. Merci infiniment à tous ceux qui ont passé le cap. C'est très important pour nous, même un petit don. Mais il nous manque encore 500 donateurs réguliers. 500 donateurs réguliers. Tous ceux qui comptaient le faire, qui ne l'ont pas encore fait, c'est maintenant. Toxin-media.fr. Ensuite, vous allez sur soutien. Toxin-media.fr. Il faut qu'on passe le cap pour pouvoir vraiment continuer. On a encore d'autres émissions, d'ailleurs un peu plus humoristiques, notamment les Tintins que vous aimez beaucoup. On a beaucoup de choses à faire, mais il faut à chaque fois, pour ceux qui le peuvent, ceux qui ne peuvent pas, évidemment, vous êtes là avec nous tous les jours et autant que vous le voulez, mais ceux qui le peuvent, soutenez-nous réellement. Maintenant, vous le faites tout de suite, là, toxin-media.fr. Je compte sur vous et je vous dis à demain, 7h30.